Steve, c'est Audrey qui peut donner la main. Ah! Excusez-moi. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Enchanté. On va vous expliquer sommairement comment nous allons procéder. C'est très, très simple. Au départ, chacune des parties a 10 minutes pour nous expliquer sa position, partie patronale en premier, partie syndicale en deuxième. Ensuite, il y a une période de 5 minutes dans laquelle personne ne parle, vous discutez sur les argumentations, contre-argumentations, vous les faire valoir à l'encontre de l'autre partie. Ensuite, vous avez 3 minutes chacun de votre côté pour faire votre contre-argumentation, expliquer pourquoi vous avez raison. Et enfin, chaque partie a 1 minute pour la conclusion. Ensuite, pour s'assurer que vous respectez votre temps, derrière moi, il y a quelqu'un qui a des grands bras, qui va faire des grands signes pour dire 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, couper, etc. Ça, c'est sur ce point-ci. Ensuite, pour savoir qui est devant vous. Eric Andrzejewski, je suis conseiller syndical au SCFP. Dans les principaux dossiers, j'ai le personnel de soutien de l'universitaire, j'ai également l'ENAP et quelques autres dans le secteur universitaire. Hélène Montreuil, je suis avocate en droit du travail. Je suis également la vice-présidente du syndicat ici déchargé de cours. Et évidemment, on écoute les personnes qui veulent bien nous faire part de leur position sur certains griefs. Alors, bonjour, Christiane Drouin, je suis directrice du service des ressources humaines à la TVQ. Bonjour, Esther Dorval, je suis retraitée. J'ai travaillé déjà comme conseillère en gestion des ressources humaines dans le milieu hospitalier. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté en devenant professionnelle. J'ai travaillé au comité de grief pendant plusieurs années, au moins une quinzaine d'années. Et j'ai été présidente du syndicat également. Donc, c'est à vous, partie patronale. Bonjour, j'aimerais d'abord présenter mes collègues Pierre-Yves et Steve et moi-même. Nous sommes le côté patronal. Nous représentons donc aujourd'hui le pavillon du parc. Aujourd'hui, nous sommes ici pour contester le grief déposé le 14 septembre par notre ancien employé, André Rodrigue, pour son congédiement illégal et injuste. Avant de commencer, j'aimerais préciser que notre collègue Steve ici est non-voyant, donc si on fait des petits bruits avec nos mains, c'est seulement pour lui rappeler le temps qu'il lui reste pour parler. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais revenir sur des faits importants qui ont précédé ce grief. Premièrement, il faut noter qu'André Rodrigue, travaillait avec nous depuis 7 ans. Il était proposé en entretien dans notre établissement, puis il n'y avait aucune note à son dossier, aucune note négative à son dossier. Le 15 août 2016, malheureusement, en fait, notre éducatrice spécialisée, Ginette Lamont, a témoigné que notre employé avait donné un coup de poing dans le mur en la présence de 6 enfants qui avaient des déficiences intellectuelles. Puis, 3 jours plus tard, on l'a donc rencontré pour valider la situation avec lui, puis essayer de comprendre ce qui s'était passé. Une semaine plus tard, il a rencontré sa supérieure immédiate, Stéphanie Allard, pour en fait, elle voulait s'informer, elle voulait l'informer qu'elle allait rencontrer les ressources humaines parce qu'on voulait l'aider à s'améliorer. On voulait en fait lui donner les ressources nécessaires pour s'améliorer, étant donné que c'était la première note qu'il avait à son dossier. Par la suite, il y a eu une réponse agressive, malheureusement, de sa part, pouvant être interprétée par des menaces, comme des menaces par notre employé, Stéphanie Allard. Le lendemain, il y a eu une rencontre avec le département des ressources humaines, avec un conseiller en RH, une responsable syndicale et Stéphanie Allard. Puis, on lui a annoncé qu'elle allait avoir une note, malheureusement, à son dossier à cause de son comportement agressif. Par la suite, il a coupé la parole, il est parti d'une manière précipitée, puis il y a eu un ton agressif tout le long de la rencontre.
Par la suite, le 9 septembre, on lui a émis une lettre de congédiement pour les raisons suivantes. Premièrement, son comportement agressif répété. Ensuite, son absence de reconnaissance de la situation. Ensuite, son refus d'aide, son refus de notre aide pour l'aider à gérer ses excès de colère. Puis, sa tentative d'intimidation à l'endroit de sa supérieure immédiate, Mme Allard. J'aimerais tout d'abord définir qui est le pavillon du parc. Premièrement, c'est un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, comme Laura l'a spécifié, qui se donne une mission d'offrir une ambiance de calme et de sécurité nécessaire au développement et à l'épanouissement de notre clientèle à risque. Donc, en aucun cas, on tolère la violence pour venir ternir l'ambiance de calme et de sécurité qu'on veut offrir. Et j'ai mentionné un peu plus tôt la clientèle à risque. Qu'est-ce qu'une clientèle à risque? Eh bien, c'est des personnes vulnérables et facilement influençables. Donc, avec ces faits, il sera beaucoup plus facile de démontrer le sérieux et l'importance des impacts causés par les gestes du plaignant lorsqu'il frappe le mur et qu'il y a 6 témoins qui font partie de notre clientèle à risque. Premièrement, l'Institut universitaire en santé mentale de Québec dit qu'une personne atteinte de déficience intellectuelle manifeste ses émotions par l'agressivité et ou la violence en premier recours. C'est donc dire que s'il n'y a pas d'encadrement et si on ne réprimande pas ou qu'on le tolère, eh bien, c'est leur premier recours. Donc, c'est pourquoi on vient à l'encontre de la mission qui est d'offrir une ambiance de calme et de sécurité lorsque le plaignant frappe dans le mur devant la clientèle. Deuxièmement, Sylvie Dubois, conseillère en intervention, dit qu'il faut agir avec prudence avec les patients puisqu'ils tirent une grande influence des personnes significatives qui les entourent. C'est quoi une personne significative? Dans ce cas-ci, c'est tout membre représentant le centre de réadaptation, puisque le client, est encadré par cette enfant. Les personnes significatives, c'est tous les membres représentant le centre et le client bref, les gestes reprochés du plaignant incitent la violence chez la clientèle de notre centre et vient totalement à l'encontre de la mission organisationnelle. Deuxièmement, j'aimerais poursuivre en vous rappelant le devoir de l'employé de ne pas nuire à l'image de l'entreprise selon l'article 2088 du Code civil du Québec, où est-ce qu'on cite que l'employé a un devoir de loyauté face à l'entreprise qui inclut l'image. Comme l'a mentionné mon collègue Pierre-Yves, on essaie de constituer des règles dans notre établissement. Malheureusement, parfois, c'est difficile puisque nos clients souffrent de déficience intellectuelle. C'est pas facile de les faire suivre. Malheureusement, en ayant à l'encontre d'une de ces règles-là, il y a eu une diminution directe de la crédibilité de notre centre par rapport aux clients au sein des bénéficiaires. Puis, il y a une influence directe sur leur perception. Il faut comprendre que nos clients directs ici, c'est premièrement les bénéficiaires, mais aussi leur entourage. En effet, c'est des personnes qui souffrent de déficience intellectuelle, donc ils ne sont pas nécessairement en mesure de choisir leur centre par eux-mêmes. C'est donc leur entourage qui va faire un peu ce choix-là pour eux. Si à la maison, nos bénéficiaires arrivent, puis ils répètent une action ou qu'ils communiquent seulement le fait qu'un de nos employés a donné un coup de poing dans le mur, par exemple, écoutez, ça a un impact direct sur la qualité de nos services, sur la perception de la qualité de nos services chez nos clients. Ça influence notre rendement économique, malheureusement. Nous, on ne peut pas se permettre de perdre des clients à cause de ça. Donc, on ne peut pas se permettre que ce geste-là se reproduise. On était conscient que notre employé, ça faisait 7 ans qu'il travaillait pour nous. Donc, on a accepté l'erreur et on voulait l'aider, notamment dans notre deuxième rencontre qu'on a eue avec lui. Malheureusement, il y a un manque de collaboration de sa part, il y a un refus de l'aide qu'on lui a proposée et il a répondu avec du langage offensif.
Ça, ce que ça nous donne comme message, c'est qu'il n'a pas compris ses torts et qu'il y a un risque, malheureusement, que ça se reproduise. Si je continue, en fait, j'aimerais revenir sur la cause du grief. Vous dites que notre congédiement est illégal et injuste. Malheureusement, c'est pas vrai. On n'a pas fait aucune pratique illégale, aucune pratique interdite durant son congédiement, en fait, durant le processus de congédiement au nom de la loi. Deuxièmement, notre congédiement est juste. Premièrement, on a exercé le principe de bonne foi tout au long du processus, selon l'article 1375 du Code civil de Québec, durant la session du contrat. On a cru, comme j'ai mentionné, à ses 7 ans d'expérience. On l'a rencontré d'ailleurs à plusieurs reprises. Je vais revenir sur ces reprises-là. Premièrement, le 18 août, on a essayé de comprendre la situation. Ensuite, le 1er septembre, on voulait lui donner les ressources nécessaires. En tant que centre d'éducation, on a les ressources nécessaires pour aider nos employés. Puis, on a essayé de le faire. Malheureusement, il n'a pas compris nos intentions. Puis, il a répondu avec des comportements agressifs, comme je l'ai mentionné précédemment. Ensuite, le 2 septembre, lors de la rencontre avec la représentante syndicale, il est parti d'une manière précipitée. On lui a dit qu'il y avait une note dans son dossier, il l'a super mal pris. Puis, donc, au message, je répète, on comprend qu'il refuse de s'améliorer. Alors, puisqu'il a continué d'avoir un comportement à l'encontre de la vision et de la mission de notre entreprise même, et que ça atteint notre image, tout ça, ça constitue un motif sérieux pour congédier notre employé, donc une cause juste. Je vais laisser la parole à Steve qui va continuer. Je voudrais revenir sur ce que mes collègues viennent d'avancer. Notre clientèle est vulnérable et influençable. Donc, s'il y a des gestes qui sont soit violents ou des paroles offensantes, la clientèle peut les répéter. Donc, c'est un risque et on ne veut pas de risque dans notre institution. Donc, c'est pour cette raison que nous rejetons le grief. Donc, bonjour, messieurs, madame les arbitres. Donc, nous allons représenter aujourd'hui M. Rodrigue, mes collègues, madame Cléopha, M. Prémont et moi-même, madame Barrière. Nous allons démontrer qu'il a été congédié le 9 septembre sans cause juste et suffisante. Donc, M. Prémont va commencer par énoncer les faits pertinents dans le cas ici présent et poser la question en litige. Madame Cléopha va commencer l'argumentaire en démontrant que la faute commise par M. Rodrigue n'est pas une faute grave. Et donc, j'enchaînerai pour vous démontrer que le principe de gradation des sanctions n'a pas été respecté du tout. Puis, M. Prémont finira par prouver que le lien de confiance n'a pas été rompu dans aucun cas et donc que le salarié, M. Rodrigue, pourra être réintégré dans l'établissement. Alors, merci beaucoup, Mme Barrière. Allons-y avec les faits pertinents. M. Rodrigue est un employé à temps plein depuis 7 ans au pavillon du Parc. Toutes ces années, il a maintenu un dossier disciplinaire vierge. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'était un employé exemplaire. Je crois qu'il est aussi pertinent de mentionner qu'il est en fait de carrière. Le 15 août, M. Rodrigue éprouve de la frustration suite à une difficulté qui s'est présentée dans le cadre normal de ses activités. Il s'est rendu à la salle de bain. Il aurait pu se rendre dans un endroit public avec plein de personnes, crier haut et fort sa frustration, mais non. Monsieur était raisonnable, il s'est rendu à la salle de bain, donc il n'y avait personne, aucun témoin. Puis, son élan de frustration l'a poussé à frapper sur le mur. Comme je l'ai dit, il n'y avait aucun témoin, mais l'écho du bruit s'est rendu dans une salle adjacente où il y avait 6 jeunes atteints d'une déficience. Et puis, il y avait aussi une éducatrice. Il y a eu un léger malaise qui a été créé, mais aucune plainte n'a été portée. Alors, on assume que c'était pas un argument, que ça a été grave. Ensuite, le 18 août, Mme Allard, la chef du département, et M. Côté, le chef d'unité, ont rencontré M. Rodrigue pour justement discuter de cet incident. M. Rodrigue a alors admis son tort. Le 1er septembre, 2 semaines s'étaient écoulées. L'événement était quelque chose totalement du passé pour M. Rodrigue. Il l'avait oublié. Puis, il faut en convenir, 2 semaines, c'est long. On ne se rappelle pas tout le temps d'un geste anodin qu'on aurait commis auparavant. Alors, Mme alors l'a appelé à son bureau et puis, brusquement, sans l'inviter à s'asseoir, elle lui a annoncé qu'il allait avoir des mesures disciplinaires qui allaient être prises à son égard. M. Rodrigue, vous le conviendrez, a été très choqué, s'est senti trahi et piégé. Le 2 septembre, M. Rodrigue est ensuite rencontré par Mme Allard et M. Mater,
qui est conseiller en gestion des ressources humaines. Un avis écrit a été inscrit à son dossier. Et puis, il faut en convenir, M. Rodrigue a réagi très fortement à ces deux rencontres. Comme Mme Langlois, la représentante syndicale, le signifie, il n'est pas surprenant que le plaignant ait été choqué, surpris de ce qui lui a été annoncé. Pour lui, l'incident qui est arrivé 2 semaines plus tôt, comme je l'ai mentionné, était une chose du passé. Il ne s'attendait pas à se faire sanctionner. Le 9 septembre, M. Rodrigue s'est fait renvoyer. On a un homme en fin de carrière, qui est un employé exemplaire, qui se retrouve sur le chômage. Maintenant que les faits sont établis, on va passer à la question en litige. Le congédiement de M. Rodrigue a-t-il été fait avec une cause juste et suffisante? Alors, nous avançons que non, le congédiement ne s'est pas fait selon une cause juste et suffisante. Pour arriver à le démontrer, nous avons l'argumentaire et puis je laisse la parole à Mme Cléopha qui va commencer. Alors, tout d'abord, il est force est de constater que le principe de la proportionnalité de la sanction n'a pas été respecté par l'employeur. Donc, la doctrine nous enseigne qu'avant d'appliquer une mesure disciplinaire, l'employeur doit prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire, tout en tenant compte des facteurs aggravants et atténuants, afin de cerner la gravité du geste posé. De surcroît, dans l'affaire Centre Jeunesse des Laurentides contre le syndicat EMP Centre Jeunesse des Laurentides, l'arbitre Maître Martin cite l'arbitre André Dubois qui s'exprime ainsi. Si l'arbitre en vient à la conclusion que le salarié a commis le manquement reproché par l'employeur, il doit alors procéder à l'appréciation subjective de cette faute, c'est-à-dire en évaluer la gravité en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, comme le lui permet l'article 100.12 du Code du travail. À cet effet, l'arbitre doit notamment évaluer le contexte dans lequel se sont déroulés les événements. En tout dernier lieu, l'arbitre doit demander si la mesure imposée par l'employeur est juste et proportionnelle à la faute commise par le salarié. Donc certes, en date du 15 août 2016, M. Rodrigue a commis un geste répréhensible en donnant un coup de poing dans un mur. Il est tout de même important de mentionner que ce geste a été commis dans un environnement isolé, devant personne. Le salarié a fortement exprimé son mécontentement. Le ton de voix a pu paraître agressif pour les représentants de l'employeur, concédant il faut concéder aussi qu'il est déplacé de couper la parole et de pointer du doigt. Il faut aussi rappeler que 14 jours se sont écoulés depuis l'avis verbal jusqu'à l'avis écrit qui s'est donné le 1er septembre. Alors, il faut comprendre que les réactions du salarié étaient spontanées. Elles ne représentent pas du tout un trait de caractère observable et durable chez ce dernier. Puis, on a déjà dit qu'il avait un dossier disciplinaire vierge, qu'il ne connaissait pas d'antécédents de violence ni de corps de conduite importants. Or, avec une célérité incroyable, l'employeur s'est empressé de congédier le salarié. À la lumière des motifs qui sous-tendent la décision de l'employeur dans sa lettre de congédiement, la partie adverse ne peut qu'avancer que les fautes étaient d'une telle gravité que seul le congédiement était possible. Dans l'affaire courante, sommes-nous en présence d'une faute grave. Donc, on argumentera que l'insubordination en manquant à son devoir de respect envers ses supérieurs hiérarchiques, est une faute grave. Donc, pour reprendre les termes de l'arbitre Francine Lamy, l'incivilité répétée est une faute sérieuse, que l'intimidation, les menaces et comportements vexatoires sont de fautes graves en raison de leur effet sur les personnes qui en sont victimes. Or, deux incidents impliquant le manque de respect sur une période de 7 ans réduit indubitablement la gravité de la faute. Il est aussi utile de reproduire la définition de l'intimidation, telle que retrouvée sur le site du ministère de la Famille. Donc, la loi sur l'instruction publique, article 13, paragraphe 1.1, définit ainsi l'intimidation. Tout comportement, parole ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de les blesser, opprimés ou ostracisés. Dans le cas qui nous intéresse, il est difficile de croire que le salarié a fait preuve d'intimidation envers Mme Allard. La personne raisonnable, normalement diligente, d'intelligence moyenne, conviendra que de pointer du doigt quelqu'un en lui disant « ça ne se passera pas comme ça », avec un ton agressif,
s'apparente davantage à un manque de respect et non à une attitude hostile. Puis, rappelons qu'il s'agit d'incidents ponctuels commis sur un court laps de temps, sur une période de 7 ans. En l'absence de répétition, comment l'employeur peut-il affirmer que le salarié a fait preuve d'intimidation, ce qui constitue un manquement grave? C'est exagéré. Donc, dans le même ordre d'idée, l'employeur se devait de réaliser que les événements du 15 et du 1er du 2 septembre étaient isolés. Ils ne se sont pas suffisamment répétés pour former la faute grave, comme il voudra bien le défendre. Donc, comme le principe de la faute grave ne peut pas s'appliquer, le principe de gradation des sanctions aurait dû s'appliquer, lui. Dans le fond, ce principe-là, selon la doctrine, a pour but de permettre à l'employé de s'améliorer et de corriger ses attitudes. Par exemple, Mme Allard et M. Mater n'ont pas permis à M. Rodrigue de corriger son comportement. Donc, selon la jurisprudence, dans le fond, le principe de gradation des sanctions permet d'assurer une certaine équité dans les processus et d'éviter les processus arbitraires. Donc, le but premier, c'est vraiment la réhabilitation du salarié, ce qui n'a pas été permis ici pour M. Rodrigue. La progression des sanctions implique généralement que le comportement fautif doit être sanctionné par, premièrement, un avis verbal, un avis écrit, suspension courte, suspension longue, puis congédiement. Ici, là, on passe d'un avis écrit à un congédiement, puis, dans le fond, il n'y a même pas eu une autre mesure disciplinaire entre les deux principes. Donc, par manque de temps, là, donc, je vais juste vous préciser qu'il n'y a eu aucune gradation des sanctions et donc que la cause du congédiement ne peut pas être suffisante. Ensuite, pour en arriver à un congédiement, il faut avoir une rupture du lien de confiance. Si on suit la doctrine Le droit de l'emploi du Québec à la page 9. Ensuite, il faut aussi que ça affecte la bonne marche de l'entreprise. Dans notre cas, et puis aussi, je rappelle, la preuve, je cite, la preuve de l'existence des circonstances exceptionnelles rendant inappropriée la réintégration à compte à l'employeur. Merci beaucoup. Vous avez le 5 minutes de délibération. Oui.
patronal de la parole. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, comme quoi c'était correct et raisonnable de frapper dans un mur puisque c'était pas dans un lieu public, c'était seulement à la salle de bain. Nous aurions aimé beaucoup mieux que le client vienne parler au département des ressources humaines, comme on apprend à nos clients, de ne pas extérioriser ses émotions par le biais de l'agressivité. De plus, vous dites qu'il n'y a pas eu de plainte. En fait, pensez-vous vraiment qu'un jeune en déficience intellectuelle va aller se plaindre? Moi, je pense plus que, en fait, on pense plus qu'ils ne feront pas de plainte, mais ils vont avoir peur, ils vont craindre pour leur sécurité, puisqu'il y a une personne dans l'établissement qui est très agressif et qui fait exactement le contraire de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils se font montrer dans le centre, dans l'établissement. J'aimerais revenir sur votre gradation des sanctions. En fait, vous dites qu'on ne devrait pas... en fait, ce n'était pas un motif sérieux. J'ai expliqué précédemment dans mon argumentaire pourquoi il s'agissait de motif sérieux en raison d'une atteinte à l'image et d'un bris de confiance. Vous avez vous-même mentionné qu'un bris de confiance constituait un motif sérieux. En frappant dans un mur et en compromettant la sécurité de nos clients, il effectue un bris de confiance. Donc, il s'agit d'un motif sérieux. En plus... oui, j'aimerais revenir du fait que vous dites que ce n'est pas un trait de caractère durable. En fait, Mme Allard, là, c'est écrit, Mme Allard, lui a parlé à plusieurs reprises et l'a averti avant même qu'il frappe dans le mur. Donc, c'était un trait de caractère qui était durable chez notre employé. Aussi, j'aimerais revenir au fait, quand vous dites qu'on s'empresse de congédier, j'ai parlé du principe de bonne foi. On ne s'est pas empressé de le congédier puisqu'on l'a rencontré à plusieurs reprises. Puis, c'est suite à ces rencontres-là qu'on a ensuite décidé de le congédier. Il a eu un comportement agressif et irrespectueux en lien avec la violence. Puis, toutes ces raisons-là font en sorte que c'était un motif sérieux pour le congédier. Vous avez vous-même dit que c'était pas de l'intimidation, mais de l'irrespect. Pour nous, de l'irrespect envers un de ses supérieurs, c'est quelque chose d'inacceptable. Puis, ma question pour vous, c'est est-ce qu'on aurait dû accepter un tel comportement de la part de notre employé, même si c'était pas de l'intimidation et que c'était de l'irrespect? Voilà. Donc, vous avez beaucoup poussé sur le fait que le geste de M. Rodrigue peut nuire à la réputation de l'établissement. Pourtant, vous n'avez pas fait la preuve d'aucun préjudice, d'aucune plainte. C'est des suppositions. Des suppositions, exact. Donc, effectivement, le nuire à l'image de l'entreprise, c'est un facteur qui peut être considéré aggravant, mais ce n'est pas suffisant ici dans le cas pour congédier M. Rodrigue. Une suspension, peut-être d'une journée, aurait peut-être été plus adéquate. Par la suite, pour qu'il y ait congédiement, il faut vraiment que la bonne marche de l'entreprise soit affectée. Vous avez parlé d'atteinte à la réputation, d'atteinte des dommages économiques, mais en réalité, la preuve n'a rien déposé par rapport à ça. On n'a aucun préjudice sérieux par rapport à la réputation. On n'a rien qui nous ait démontré qu'il y a eu des pertes de clients, des matériels, dommages matériels. Exactement. Par la suite, au niveau du lien de confiance aussi, il faut qu'il soit définitivement brisé pour qu'on procède au congédiement. Dans notre cas, il ne l'a pas été. En fait, M. Rodrigue est un employé exemplaire. Ce n'est pas un geste ponctuel qui va justifier le congédiement. Donc, vous insistez beaucoup pour dire que, bon, semble-t-il que le caractère de monsieur est irréversible. Les discussions qui se sont tenues avant le geste posé, en fait, étaient des discussions qui portaient sur l'importance de maintenir un milieu de travail exempt de violence. Ce n'était pas des reproches par rapport à un geste à de la violence qui avait été déjà commise. Donc, on ne peut pas se servir de ça pour dire que le salarié était avisé, que c'est à cause de ça, que ça constitue un caractère durable chez lui, vu qu'il y avait eu des discussions par rapport à ça. Il n'y a jamais eu d'avis par rapport à de la violence pour le salarié. De plus, le plan n'a jamais été réellement proposé au salarié. Donc, on ne peut pas lui reprocher de l'avoir refusé. Et puis ensuite, tout de suite statuer sur le fait que son caractère est irréversible et que donc le congédiement était la seule mesure possible dans ce cas-ci. Comme mes collègues l'ont discuté tout à l'heure, la clientèle est influençable et
une conscience amoindrie. Donc, tout geste répréhensible de la part de l'employé peut être très dangereux au niveau de leur sécurité et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise. Le congédiement est justement à cause que tout geste peut permettre aux clients de les faire eux aussi et de mettre la sécurité de leurs pairs et des intervenants en cause. Donc, c'est pour ça qu'on rejette l'arbitrage des griefs. Enfin, il y a eu directement un bris de confiance, et une atteinte à la réputation qu'on ne veut pas qui arrive. On ne veut pas perdre des clients et c'est pour ça qu'on le congédie. Il s'agit d'ailleurs d'un motif sérieux, un bris de confiance. Alors voilà pourquoi on le congédie. Donc, avec tout respect pour l'opinion contraire, nous demandons d'accueillir le grief, d'annuler le congédiement de M. Rodrigue et d'ordonner la réintégration immédiate de M. Rodrigue, étant donné que, premièrement, le bris de confiance, la partie patronale n'a pas prouvé que le bris de confiance avait été rompu, le lien de confiance avait été rompu, que le processus de gradation des sanctions n'a pas effectué non plus. Donc, c'est pour cela que nous demandons d'accueillir le grief. On va te libérer. Vous avez notre sentence par rapport à ça.